Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous pouvez voir sur l'écran l'agenda que nous allons dérouler ce matin, donc en quatre grandes parties. Une présentation d'abord de l'offre Google Workspace à un niveau macro, puis une présentation effectivement de l'intégration de Google Workspace par les équipes de Devoteam, et enfin le retour d'expérience de la Massif avec l'intervention notamment d'Éric Viard, que nous remercions pour sa participation. Et nous terminerons, si le temps nous le permet, avec un jeu de questions-réponses. Donc, nous vous proposons de garder vos questions plutôt pour la fin de l'agenda. Et nous allons pouvoir démarrer tout de suite la présentation. Slide suivant, s'il te plaît. Tout d'abord, en termes donc, de présentation, donc, je me présente, Anne-Florian Roux de Chavannes. Je suis en charge chez Google Cloud de l'offre Google Workspace. Et en guise d'introduction, permettez-moi de rapidement revenir sur ce que l'on observe actuellement sur le marché, à savoir deux choses principales. La première, c'est qu'on est rentré dans une phase de forte mutation de l'organisation du travail, avec notamment un éclatement physique des équipes, soit sur différents sites, soit voire dans différents pays, voire sur différents fuseaux horaires. Et la deuxième chose, effectivement, que l'on observe également sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, la performance, elle puise sa source dans l'intelligence collective et l'expertise partagée entre les différents collaborateurs, mais également la porosité avec la vie privée. Donc, dans ce contexte, il est évident que l'adoption de solutions qui soient en adéquation avec les évolutions sociétales sont devenues un élément central pour les entreprises. Slide suivant, s'il te plaît. Et donc, dans ce contexte, un certain nombre d'entre elles, c'est le cas notamment pour la Massif, mais c'est également le cas, comme vous pouvez le constater sur ce slide, au travers du témoignage d'Airbus, un certain nombre de sociétés ont donc fait le choix d'un changement radical de paradigme en s'inscrivant dans une phase de rupture avec les solutions du passé qui sont déployées la plupart du temps dans la plupart des entreprises depuis plus d'une trentaine d'années. Donc, faire le choix d'une plateforme comme celle de Google Workspace, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est avant tout en fait un choix de politique d'entreprise, mais également d'innovation pour la nouvelle génération d'actifs. Donc ça, c'est deux points clés. Mais un projet de transformation de ce type-là passe obligatoirement par une action, j'allais dire, politique d'entreprise. Slide suivant. Alors, qu'est-ce que Google Workspace? Google Workspace, c'est ni plus ni moins en fait qu'une plateforme ouverte et sécurisée qui va vous permettre en fait, à partir d'un seul et même emplacement, de communiquer et de collaborer. Chez Google, on a fait le choix au niveau de cette plateforme Google Workspace de partir en fait de Gmail, qui est notre hub de connexion. Et en fait, pourquoi on a fait ce choix de Gmail comme hub de connexion? C'est pour trois raisons principales. La première, c'est parce qu'aujourd'hui, on compte un peu plus de 2,6 milliards d'utilisateurs à travers le monde, et je reviendrai sur ce point-là par la suite. La deuxième raison qui nous a amené à ce hub de connexion au travers de Gmail, c'est parce qu'on est convaincu chez Google que la messagerie a encore de beaux jours devant elle, contrairement à ce que certains de nos confrères laissent à penser. Et la troisième raison, c'est parce qu'on est convaincu que c'est probablement la première application que vous lancez le matin après avoir démarré votre ordinateur. Donc, c'est pour ces trois raisons principales, finalement, qu'on a décidé d'avoir un hub de connexion qui est Gmail. Et au sein, finalement, de cette même interface, vous allez pouvoir naviguer de la messagerie au chat en passant par la visioconférence ainsi que la coédition de documents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Google, et plus particulièrement dans la division Google Workspace, notre mission, elle s'articule autour de 4 piliers fondateurs. Le premier pilier, c'est l'unification des moyens de communication et de collaboration. Le second, ça va être d'être en mesure de vous proposer une plateforme pour protéger vos données, sécuriser l'accès aux applications ainsi qu'à vos terminaux. Le troisième pilier, ça va être, tant que faire se peut, d'être en mesure de gommer les frontières du monde physique. Et le quatrième, qui est probablement le plus important à nos yeux, c'est celui qui consiste à être en mesure de préserver le capital humain en proposant des solutions qui soient à la fois simples, mais également immersives et qui vont renforcer le sentiment d'appartenance. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, le point important, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le succès d'une plateforme telle que la nôtre, elle n'est plus à démontrer.
Ça fait déjà plus d'une dizaine d'années qu'on opère sur ce segment de marché-là. Comme je vous le disais, 2,6 milliards d'utilisateurs mensuels qui ont fait le choix de rejoindre notre plateforme sans obligation ni contrainte. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de cette plateforme la plateforme la plus utilisée à travers le monde. Évidemment, dans ces 2,6 milliards d'utilisateurs, vous retrouvez bien évidemment le grand public. C'est également 140 millions d'étudiants qui chaque année sortent des universités formés sur nos plateformes. La plupart d'entre eux mettent en avant le caractère utile, intuitif et évolutif de cette solution-là. C'est d'ailleurs un message qui, pour information, est relayé par le dernier rapport de l'IDC en date de 2020, qui nous place aujourd'hui comme l'un des leaders au niveau des plateformes collaboratives. Et enfin, c'est un peu plus de 6 millions de clients à travers le monde qui ont fait le choix, effectivement, d'une transformation digitale au travers de notre plateforme. Et depuis à peu près 2-3 ans, on constate également qu'au sein des entreprises, la plupart des services RH reconnaissent assez volontiers que notre plateforme est synonyme d'attractivité, alors notamment pour les populations de type millénial, qui, pour information, si vous ne le savez pas, représenteront un peu plus de 50% de la population active dans les 4 ans qui viennent. Donc, c'est juste colossal. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, comme je vous le disais, un succès qui n'est plus à démontrer, mais finalement, ce succès, il repose sur quoi? Il repose sur des solutions flexibles, sur des outils qui sont pratiques et sur une conception qui est extrêmement simple. Mais le plus important, c'est qu'avant tout, cette plateforme Google Workspace, c'est avant tout en fait un monde qui est 100% web, qui permet finalement à l'ensemble des collaborateurs d'accéder à l'information n'importe où, n'importe quand et à partir de n'importe quel type de terminal de façon sécurisée. C'est également un monde où le collaboratif se résume à 3 choses. Premièrement, un browser. Deuxièmement, une source de données. Et troisièmement, un lien de partage. Et où la coédition, en fait, représente un peu plus de 73% des documents des collaborateurs. Donc ça, c'est un point essentiel, c'est que véritablement, cette plateforme, elle est pensée de cette manière-là, un browser, une source de données et un lien de partage. Et à partir de là, vous pouvez communiquer, collaborer et travailler en équipe. C'est également un monde chez Google où le machine learning et l'intelligence artificielle sont mis au service des utilisateurs pour leur permettre à la fois d'accroître leur créativité, mais également leur confort de travail. Et c'est enfin un monde, et ça c'est un point important, sans clients lourds, c'est-à-dire sans adhérence au monde physique et à ses contraintes, notamment en matière d'évolution et de sécurité. Donc parlons un petit peu plus, si vous le voulez bien, c'est le slide suivant de la sécurité, qui est effectivement au cœur du dispositif de notre plateforme. C'est un sujet sur lequel Google prête énormément d'attention, à la fois la protection et la sécurité des données. Et donc, au travers de la plateforme Google Workspace, on va intervenir sur 5 piliers. Le premier qui va toucher à la protection de vos données. Alors, pour ce faire, on va mettre à disposition, bien évidemment, une approche d'authentification unique, mais également une approche d'authentification forte en 2 étapes. Pour les clients qui le souhaiteraient, on est en mesure également de leur mettre à disposition des clés de sécurité qui permettent de garantir le non-piratage de vos comptes. C'est des clés de sécurité qui, chez Google, s'appellent les clés de sécurité Titan, pour information. Toujours dans la protection des données, on va intervenir sur la gestion des identités et des accès à vos applications, ainsi que sur la gestion des points de terminaison. Ça va se faire au travers de nos solutions d'IAM, d'EM et de MDM. On va notamment vous permettre sur ces aspects-là de crypter vos données, à la fois au repos, mais également en transit. On va être capable, par exemple, de verrouiller vos terminaux ou même de supprimer des données à distance, par exemple. Au-delà de la protection des données, on intervient également au niveau de la protection des actifs. Et là, on va vous permettre, ce qu'on va réaliser, c'est on va réaliser effectivement le blocage des spams. On va être en mesure, bien évidemment, de travailler sur la détection des malwares, aussi bien au niveau des emails, mais également de vos pièces jointes et de leur contenu. C'est-à-dire qu'avant que vous receviez un email, on va être capable de l'exécuter au travers d'un environnement de type bac à sable, au travers finalement d'une machine virtuelle,
pour nous assurer qu'à la fois le mail, la pièce jointe et le contenu de cette pièce jointe ne sont pas vérolés. On va également intervenir dans la protection de vos actifs en matière de prévention du phishing et de la défense également contre le phishing de marque. Donc, on va travailler avec nos clients sur des aspects également de e-réputation. On va être capable de mettre en place et de déployer des politiques de prévention et de perte de données avec nos solutions de DLP au niveau de Drive et de Gmail. Et enfin, au niveau de la protection des actifs, on va intervenir notamment sur un sujet qui touche à l'archivage, à des fins réglementaires, de conformité et également de recherche d'informations. Le troisième pilier, c'est la sécurité des transmissions, comme je vous le disais, avec le cryptage des emails et de leur contenu, et également un doublement de la longueur de la clé RSA. Le quatrième va consister à vous mettre à disposition une plateforme de supervision et contrôle opérationnel de votre solution. Donc là, c'est la mise ni plus ni moins la mise à disposition en fait, de tableaux de bord qui vont vous permettre d'avoir une vue unique sur l'état de sécurité de votre déploiement, qui va vous permettre d'être informé en cas d'alerte ou d'exposition à des risques de sécurité, et qui va également être en mesure, on va être également en mesure de vous pousser un certain nombre de recommandations sur les meilleures pratiques à appliquer pour votre plateforme. Le dernier élément, c'est qu'on va être aussi en mesure d'assurer la géolocalisation de vos données, soit au niveau des US, soit au niveau des Europes, soit au niveau worldwide. Et c'est donc ces 5 éléments-là, en termes de protection et de sécurisation des accès, des données et des terminaux, qui confèrent aujourd'hui à notre plateforme un très haut niveau de disponibilité de sécurité pour nos clients. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, au-delà de ces grands avantages et bénéfices, comme vous le savez, on est dans un modèle de vente indirecte. Et donc, ce qu'on a cherché à savoir également, et c'est des études qu'on mène assez régulièrement, là c'est une étude qui date de 2020, qu'on a mandaté auprès du cabinet Quadrant Strategist. L'objectif étant sur un panel de clients d'entreprise d'avoir un retour en fait au niveau de l'impact de ces solutions-là sur les collaborateurs, et on en a profité pour en faire un comparatif, notamment avec les technologies de Microsoft. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que premièrement, une plateforme qui est à la fois pratique et flexible va augmenter le niveau de fidélité des collaborateurs. C'est le premier point où là, on voit un retour client à hauteur de 68% pour la plateforme Google Workspace contre 30% pour celle d'Office 365. Un deuxième élément important qui nous a été remonté au niveau des collaborateurs, c'est qu'une plateforme qui est à la fois simple et intuitive est source d'innovation et d'enrichissement professionnel. Et là encore, vous voyez les pourcentages, 76% contre 44%. Et le troisième élément, c'est qu'une plateforme qui se veut immersive et fédératrice va renforcer à la fois le sentiment d'appartenance et le niveau de satisfaction des collaborateurs. Là, vous voyez, on est sur des ratios de 41% contre 18%. Donc, des écarts quand même qui sont assez significatifs dans la perception de l'usage de ces plateformes au niveau des collaborateurs. Et plus les collaborateurs, en fait, vont être satisfaits dans l'usage de leurs outils de communication et de collaboration, plus ça va se ressentir, et c'est le slide suivant, au niveau tout simplement de la profitabilité de l'entreprise. Parce que là, sur ce slide, effectivement, la dernière étude du Forrester sur cette thématique qui date de 2019 met en lumière 3 points fondamentaux. Le premier, c'est qu'effectivement, les solutions Google Workspace confèrent une augmentation de la productivité des utilisateurs. Là, on voit qu'il y a effectivement une économie de 171 heures par an par utilisateur, ce qui revient pour information à peu près à 21 jours par an et par collaborateur. Donc, je vous laisse imaginer, faites le calcul de votre côté, si vous êtes en mesure de faire économiser 21 jours de travail par collaborateur, ce que ça peut représenter en termes financiers. Le deuxième élément, c'est bien évidemment une réduction des demandes d'assistance, mais également une réduction globalement des coûts du helpdesk et même, j'allais dire, une amélioration du TCO au niveau de la gestion du poste de travail. À titre d'information, là-dessus, Veolia, eux, ils ont estimé que le TCO au niveau du poste de travail avait été optimisé d'un peu plus de 30%,
eu égard effectivement au déploiement de Workspace, sachant qu'ils ont retiré Office et Exchange, et deuxièmement, eu égard au fait qu'ils se soient lancés dans un déploiement massif effectivement des Chromebooks et qu'ils ont retiré au fur et à mesure les PC. Et donc, ces trois éléments-là, on va dire, à la fois au niveau collaborateur, au niveau gain de productivité et réduction des coûts, confèrent également une augmentation potentiellement des revenus estimée à 1,5% pour les entreprises interrogées sur ce sujet par le Forrester. Je vais terminer cette présentation par le dernier slide qui vous illustre effectivement quelques références clients. Ce qui est intéressant de percevoir sur ce slide-là, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, les entreprises dites digital natives sont particulièrement des early adopters de nos technologies. Je crois qu'on a à peu près 80% des parts de marché sur ce segment-là. Mais c'est également des entreprises établies, comme vous pouvez le constater sur ce slide, qui nous font confiance depuis pas mal d'années. Alors bien évidemment la Massive, bien évidemment Airbus, mais c'est également le cas notamment d'Essilor, qui est client depuis 2012, de Valeo depuis 2019, d'Air Liquide avec plus de 55 000 collaborateurs, ou encore Veolia avec à peu près 143 000 collaborateurs qui nous ont renouvelé leur confiance en 2020 dans le cadre d'un contrat pluriannuel. Et plus récemment, c'est des références notamment en 2019 comme Decathlon et Carrefour, et notamment en 2020, Leclerc, qui a fait le choix aussi de basculer sur les technologies Google Workspace. Voilà, écoutez, je laisse la parole aux équipes de Devoteam et je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Merci Anne-Florian. Pascal Vaugeois, je suis désolé, ma caméra ne fonctionne pas. Donc Pascal Vaugeois de Devoteam G-Cloud. Je suis directeur des grands projets et je vais donc vous présenter cette partie. Alors, tout d'abord, Devoteam G-Cloud. Devoteam G-Cloud, c'est la branche spécialisée dans les technologies Google du groupe Devoteam. Devoteam G-Cloud, est une société européenne, et donc moi je travaille plus particulièrement dans la filiale française, Devoteam G-Cloud France. Alors j'essaye de, voilà, excusez-moi. Devoteam G-Cloud France, c'est quoi? C'est une société qui a fait 55 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, avec 4 implantations principales, hein, donc Paris, Lyon, Lille et Toulouse. Qui a déployé environ 1 500 000 utilisateurs à travers plus de 1300 projets Workspace. On a un partenariat maintenant qui dure depuis une dizaine d'années avec Google, qui nous amène à être partenaire premium et depuis de nombreuses années à être nommé partenaire de l'année sur le périmètre IMIA. Comment on accroît nos compétences, hein, on a un suivi très très important de l'évolution des accréditations de nos consultants, et donc que l'on suit tout particulièrement, et on est également centre de formation agréé. Quelques exemples de projets de migration qu'on a pu réaliser. Ceci pour vous montrer la diversité, hein, plus que la taille. Des projets, des gros projets réalisés depuis quelques années. Des projets qui vont. On peut noter que nos plus petits projets font 5 ou 10 collaborateurs, hein, et on va jusqu'au plus gros qui était Auchan, 235 000. Ça vous donne vraiment toute la palette. Également la palette des systèmes d'origine, parce que un certain nombre de nos clients vient naturellement du monde Exchange, mais également du monde Notes, hein, et on le verra tout à l'heure avec l'exemple de la Massif, et puis également des clients qui viennent d'Office 365, voire de systèmes encore un petit peu plus anciens. La durée des projets dure rarement plus de 12 mois, hein, même pour les très gros projets. On essaye en général de faire des projets qui sont plutôt rapides,
Et ce sont des projets pour lesquels nous annonçons une durée au début du projet que nous tenons que nous respectons bien naturellement. Voilà. Alors maintenant, quelques mots sur les méthodologies de déploiement de Google Workspace. Donc nous, ça fait une dizaine d'années qu'on déploie des solutions. Alors quelques mots avant de rentrer plus dans le vif du sujet. Donc on peut parler des sujets techniques et puis après on parlera un petit peu du change management, hein, de la conduite du changement. Sur les sujets techniques, en fait, ce sont des sujets qu'on aborde dès le démarrage de nos projets, hein, dans les ateliers de conception, lors de la phase de cadrage. Et ce que l'on peut en retenir, c'est que ces sujets techniques sont rarement bloquants et donc ont rarement un impact sur le planning, peut-être hormis dans des cas plutôt rares, des sujets de nécessaire mise à niveau de réseau, voire de poste de travail. Mais c'est assez rare. Et donc, les problèmes techniques, il faut considérer que ce ne sont pas les principaux sujets que l'on a à traiter dans le cadre de nos projets. Concernant les outils de migration sont très très évolutifs, hein, donc on a des versions très très modernes des outils de migration qui nous permettent maintenant de faire des copies de données vers l'environnement Google qui, après des phases de préparation et de test, ne présentent pas de difficultés particulières. Hein, donc ceci pour retenir que les aspects techniques, même s'ils doivent être bien préparés, ne posent pas de difficultés majeures. Alors, la partie change management, en revanche, c'est la partie sur laquelle on doit porter le plus d'attention. C'est souvent ce qui constitue le plus grand nombre de jours de conseils, hein, que l'on a à réaliser chez nos clients. Toutes les composantes là sont vraiment particulièrement importantes, hein, en termes de change. Donc j'ai cité quelques exemples, la communication de lancement de projet, hein, qui doit être suffisamment précise pour que les collaborateurs comprennent quels sont les objectifs pour l'entreprise, les raisons pour lesquelles le comité de direction a choisi de passer sur la nouvelle technologie, de telle manière qu'on arrive à embarquer les collaborateurs. Et puis ensuite, on a toute une série de communications qui vont jalonner tout le déploiement à certains délais précédant les migrations des collaborateurs. On va leur envoyer des communications pour leur donner tous les éléments de compréhension de leur nouvel environnement, de telle manière qu'ils puissent être embarqués très progressivement. Et ceci jusqu'au jour J, où on les accueille dans Google avec un mail spécifique. On va porter aussi notre attention sur le choix des collaborateurs qui vont être à former. De plus en plus de nos clients nous demandent de former qu'une part de leurs collaborateurs, hein, pour des raisons à la fois de coût et puis de disponibilité des collaborateurs. Donc il va falloir choisir avec attention ces collaborateurs. Ça, c'est un point d'attention tout particulier. Et puis, naturellement, la constitution du cursus de formation qu'on va chercher à enrichir par des cas d'usage propres à l'entreprise, de telle manière que les collaborateurs puissent se trouver vraiment embarqués dans le cursus de formation et retrouver finalement une part de leur activité quotidienne. On regardera également le support post-déploiement et puis, bien naturellement, des outils d'aide en ligne pour aider le plus grand nombre des collaborateurs à aller chercher des informations et à continuer de progresser. Ensuite, il est bien évident que pour accompagner à la fois les sujets techniques et les sujets de change, on va devoir adresser et suivre des bonnes pratiques méthodologiques, et comme on va le voir juste après. Alors, dans le premier aspect méthodologique sur lequel on s'appuie, et on a bien mis que c'était un facteur clé de succès, c'est qu'on va chercher avec nos clients à avoir une gouvernance en miroir. C'est-à-dire, on va vraiment chercher à ce que notre chef de projet ait comme un correspondant qui soit aussi le chef de projet côté client. Et de même sur les leaders à la fois techniques
et sur la partie conduite du changement, on a besoin d'avoir le pendant côté client, de telle manière qu'on arrive au quotidien à travailler ensemble et à faire progresser les choix techniques, les choix de formation, les choix de communication avec le client. On a fait apparaître une partie BU hein, pour les sociétés qui ont, à partir d'une certaine taille, qui ont des business units, plusieurs business units, voire plusieurs pays, et pour lesquels on peut être amené, nous aussi, à avoir un manager qui peut être un chef de projet en charge d'animer et d'être en contact avec chacune des BU lors de weekly meetings, par exemple, pour nous permettre de les animer, de transférer les choix qui ont été réalisés pendant la phase de cadrage et s'assurer que finalement chaque BU et chaque pays soit bien embarqué dans le projet. Bien naturellement, dans notre gouvernance, il y a la participation de Google qui doit, dans le quotidien, pouvoir non seulement sur une partie support, mais également sur une partie conseil, connaissance des roadmaps, etc., pouvoir intervenir lors de nos projets de telle manière que on arrive à être le plus efficace possible dans le déploiement avec nos clients. Alors, la méthodologie qu'on utilise dans le cadre de nos projets, elle est toujours la même. La base est une base de méthodologie donnée par Google il y a déjà quelques années et sur lequel nous on a bâti toute notre façon de travailler dans le déploiement de nos projets. On commence systématiquement par une phase de cadrage au cours de laquelle on fait des kick-offs à la fois sur les ateliers techniques et sur les ateliers de conduite du changement. Et puis, on commence à lancer des ateliers sur des sujets spécifiques. Alors, sur le sujet des ateliers techniques, par exemple, on va parler du flux de mail, on va parler de la sécurité, on va parler d'authentification, on va parler de différents sujets comme ça. Et puis, pareil, sur la partie conduite du changement, on va parler des différentes communications, on va parler des formations. Voilà. Ensuite, on va arriver dans une phase de core IT. Alors, le core IT, c'est une phase dans laquelle on va finir le cadrage et en même temps, on va embarquer une part de la population IT du client, de telle manière que pendant cette phase-là, on va migrer et former les quelques représentants de l'équipe IT qui auront été choisis, de telle manière que ces personnes pourront nous faire des retours sur la qualité de la prestation technique que l'on a réalisée et de nos choix techniques. Et simultanément, pendant cette phase de Core IT, on va finir de configurer la plateforme d'administration Google. On va finaliser donc toute l'infrastructure de migration. On va finaliser les choix de gouvernance. Et puis, on va finir d'adapter le dispositif de formation et éventuellement d'e-learning. Ensuite, on a une phase d'ambassadeurs qui sont les personnes qui auront été choisies pour être formées dans l'entreprise. Donc, ces ambassadeurs, on va les migrer et les former. On va tester auprès d'eux tout notre dispositif de conduite du changement. On va tester et on va former le support également. Et ces ambassadeurs vont pouvoir nous faire des retours pour savoir si on doit faire des adaptations sur notre package de conduite du changement avant la phase suivante, qui est la phase de Go Live, où là, pendant le Go Live, on va coacher les COMEX, hein, les VIP, ainsi que les assistantes de direction. Et puis, on va migrer les boîtes partagées, on va migrer tous les comptes. On va créer les listes de diffusion, on va créer les ressources, hein, les salles de réunion qu'on va synchroniser également avec les agendas. Et puis, on va faire l'assistance à la DMX. Et potentiellement, après ça, on finit par une phase d'ancrage où on va communiquer vers les collaborateurs des trucs et astuces et on va éventuellement faire des ateliers sur des cas d'usage de telle manière que les collaborateurs vont de plus en plus voir des cas correspondant à leurs usages quotidiens exprimés à travers les outils Google. Alors, pour terminer, donc dans notre méthodologie,
on définit un certain nombre de facteurs clés de succès pour nos projets de migration. Tout à l'heure, je l'ai dit, on cherche que les projets soient plutôt rapides. Hein, c'est en général plutôt un gage de succès, de telle manière que lorsque les communications sont diffusées vers les collaborateurs, on puisse les collaborateurs puissent bien les avoir en tête pendant toute la période pendant laquelle ils vont être migrés. L'équipe projet en miroir, on vient d'en parler. La maîtrise de l'outil de migration, ça c'est crucial. Et ça, dans le cadre de sociétés comme nous qui avons beaucoup d'expérience de migration, ça c'est toujours quelque chose de bien rempli. Un kit de change qui soit adaptable au BU et au pays, hein, qu'on puisse les diffuser au BU et au pays pour ils les adaptent et qu'ils puissent les diffuser auprès de leurs pairs. Parallélisation des actions entre les BU quand il y en a besoin pour pouvoir respecter une rapidité de projet. Un réseau de formateurs qui soit performant, bien naturellement, à la fois en France et puis à l'international. Et puis le dernier point, un enrichissement des formations par des cas d'usage métier, ça c'est crucial pour que les collaborateurs se trouvent vraiment concernés par les formations qui vont leur être dispensées. Voilà, je vous remercie. Je vais maintenant passer la main à Éric Viard, donc notre invité qui va nous parler donc de l'expérience d'un projet pour le massif. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Éric Viard, je travaille à la Massif au sein de la direction digitale et systèmes d'information et je suis le manager de l'équipe Digital Workplace qui a notamment mis en place des solutions collaboratives autour de Google. Sur le slide suivant, quelques éléments pour fixer les idées autour de la Massif, que vous connaissez en tant que mutuelle d'assurance. Sans rebalayer tous les chiffres, la Massif, elle opère bien sur l'ensemble du spectre d'assurance, à la fois sur l'assurance dommage, également une activité importante autour de santé et de prévoyance, et puis autour de tout ce qui est finance épargne, notamment qu'on connaît en tant que contrat d'assurance vie. La Massif se distingue notamment par le fait qu'elle est numéro 1 en termes de contrat, en termes d'assurance auto, et leader également sur l'assurance deux roues. Le projet qui nous intéresse et dont on va parler a concerné l'ensemble des salariés de la Massif, donc 10 900 personnes. Et finalement, il a été lancé, pour bien comprendre notre cheminement et pourquoi on a choisi Google, il a été lancé dans un contexte important de transformation. La Massif a au cours de plusieurs années, mené une transformation importante au service de ses adhérents et de ses sociétaires, à la fois sur son modèle organisationnel, notamment autour de la relation client, et sur son modèle managérial. Et avec une volonté importante d'accompagner ce qu'on a appelé nos nouveaux modes de travail, à la fois le télétravail, qu'on connaît bien maintenant, mais également la collaboration intra- et inter-entreprise avec l'ensemble de son écosystème de partenaires, et puis développer également le travail en tout lieu, avec tout device et en mobilité. Donc, c'était des éléments importants. Donc, dans ce contexte de construction de Digital Workplace, on a mené un appel d'offres, on a fait un certain nombre de tests avec plusieurs solutions. Donc, ça date maintenant un petit peu, parce que c'était en 2017 et début 2018. Et on a choisi Google pour un certain nombre de points qui nous ont semblé extrêmement importants par rapport au contexte que je viens de décrire. D'abord, Google nous a paru, à travers ses solutions et puis la société Google, comme étant le plus en ligne sur l'innovation et en lien avec notre volonté de transformation. Ça, c'était un élément important. Également, un deuxième élément qui était finalement la construction, et c'est comme ça qu'on a démarré nos projets, la construction d'un partenariat entre nos sociétés qui dépassait le cadre du projet purement de déploiement Google Workspace. Donc ça, c'était un élément également important en appui de nos activités B2B et B2C, prometteur en tout cas pour l'avenir. C'était également une société qui nous apparaissait avec un positionnement plus transformant, alors notamment au regard de la bureautique. C'était
on avait vraiment cette volonté de passer d'un mode c'est mon fichier, je le fais, je l'envoie, je le partage, à on travaille en collaboration ensemble sur un livrable commun. Et pour pouvoir transformer, pour nous, en tout cas c'est notre réflexion, il fallait qu'on change d'outil. Si on restait sur des outils dans la continuité, les habitudes resteraient. Donc, il fallait obliger les uns et les autres à changer de manière de travailler parce que c'était plus la même façon et on ne pouvait plus travailler de la même manière avec les solutions. Voilà. Et puis, le dernier élément qui a aussi joué, c'est la simplicité des usages. Bon, le fait que on connaît tous en notre vie personnelle les outils Google, notamment Gmail, était aussi un facteur qui a joué dans ce choix. Donc voilà les éléments importants. Donc c'est un sujet qui, comme Pascal l'a mentionné, nous a pris environ 18 mois en délai. Alors il y a eu des périodes plus denses que d'autres, hein, notamment, comme l'a signalé Pascal, on a à un moment donné pris le temps de travailler à la fois sur notre configuration réseau, mais également sur les postes de travail. Hein, donc il y a eu une phase de 4-5 mois dense, suivie d'une phase un petit peu moins dense, et puis ensuite on a repris de manière accélérée entre fin 2019 et puis octobre 2020. Pour faire ce projet, on a finalement adopté avec Google et notre intégrateur la démarche classique qu'a décrite en détail Pascal. Donc, je vais pas revenir sur cette démarche-là. Et puis, on a effectivement pu expérimenter ce que tu as dit, hein, Pascal, c'est-à-dire que bon, systématiquement, on démarre par des ateliers techniques. Donc, les ateliers qui servent à la fois pour comprendre le contexte et puis cadrer le travail à faire, et puis ensuite de nouer les relations, et puis ensuite à travers le copilotage que tu as décrit, de pouvoir piloter les différentes actions techniques. Donc ces éléments sont importants hein, parce que finalement, c'est les tout premiers éléments qu'on met en place. C'est ce qui permet aussi de rassurer quelque part l'ensemble des acteurs techniques. Et puis bon, bah, finalement, une fois qu'on a répondu à l'ensemble des questions, des questionnements, pris connaissance, on a un planning qui se déroule de manière rodée, industrielle. On n'a pas rencontré de difficultés particulières, effectivement, sur ces sujets-là. Je reprécise quand même hein, ce que tu as dit, Pascal, à savoir l'importance d'une étroite collaboration. Mais en tout cas, cette notion d'atelier, de travail en commun, de construction du plan en commun est un facteur de succès de cette relation qui permet la réussite de ce projet dans cette dimension. L'élément qui effectivement je dirais, nous a beaucoup animé, hein, c'est toute la dimension accompagnement. Alors cette dimension accompagnement, elle commence avant le projet. Il faut créer les conditions hein, du projet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a effectivement dit c'est la solution Google, on a un vrai travail en amont déjà de sponsorship. Et le sponsorship, il doit être vraiment au niveau de la direction générale et des différentes directions, mais vraiment, il doit être à ce niveau-là, hein, parce qu'on est vraiment sur une solution transformante et on ne peut pas y aller seulement d'un point de vue, je dirais, informatique ou avec telle ou telle direction, qu'elle soit ressources humaines ou communication. Donc, il y a un travail à faire au démarrage là-dessus. On doit préparer cette conduite du changement. Donc, on avait des acteurs spécialisés dans le cadre du projet pour préparer la conduite du changement et définir les différentes étapes, identifier les irritants ou les populations ou les moments clés de manière à pouvoir adapter cette conduite du changement tout au long du projet. Également, un élément important autour des instances représentatives du personnel, hein, classiquement hein, sur ce type de projet, mais je dirais encore plus pour expliquer ce qui va se passer et puis pour pouvoir également répondre aux questions des représentants du personnel. Constituer cette dimension des ambassadeurs que nous on a appelé éclaireurs dans notre projet, qui représentait environ un peu moins de 10% de la population et répartis vraiment sur l'ensemble du territoire et l'ensemble des métiers.
Donc ça, c'est important puisque l'idée, c'est que chacun puisse trouver à proximité de soi quelqu'un vers qui se tourner pour questions, support, accompagnement, aide, et pas rester bloqué. Donc ça, c'est un élément important du projet qui consomme effectivement pas mal d'énergie et ça doit vraiment être vécu comme quelque chose qui n'est pas ponctuel. Parce que si c'est uniquement au moment du déploiement et qu'après ça s'étiole, ça veut dire que derrière tout l'ancrage du changement, une fois qu'on a amené le changement, le fait que derrière on garde les bonnes habitudes, et puis comme Google fait évoluer régulièrement ses produits, le fait qu'on suive l'évolution des produits nécessite qu'on ait toujours ce réseau d'ambassadeurs qui soit là, disponible, motivé, animé et tenu au courant. Donc ça, c'est un élément très important à construire au début du projet. Et puis on a fait le tour de France, massif. On a en termes d'information, de réponse aux questions, à la fois sur les comités de direction, à travers des newsletters, à travers une communication plus institutionnelle. Donc ça, c'est vraiment des éléments au démarrage avant et au démarrage du projet. Les points sur lesquels on a insisté à ce stade-là. Alors j'insiste beaucoup parce que c'est vraiment une clé de la réussite. C'est le fait qu'on n'allait pas, c'était pas un remplacement. On n'allait pas tout de suite sortir les outils de Microsoft Office. Le but du jeu, c'est quand même de laisser les gens travailler, d'être efficace et donc que l'appropriation se fasse progressivement. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, dans le cadre de la migration, on récupérait de l'historique. Donc, les gens ne perdaient pas leur agenda ou leur messagerie. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, on a également exposé, donc Anne-Florian les a détaillés, mais également exposé les éléments de sécurité qu'on allait mettre en place, à la fois intrinsèques à Google, mais autour également de Google. Donc, des solutions complémentaires qui nous permettent d'améliorer et de compléter les aspects de sécurité propres à chaque entreprise et notamment à la nôtre. Concernant le déploiement lui-même, donc je ne vais pas revenir sur les différentes étapes, Core IT, ambassadeur et Go Live de Pascal. Les points que je voulais évoquer, c'est qu'on a, on a accompagné ces différentes étapes d'un certain nombre de communications, donc J-30, alors pour chacune de ces populations, en fait, 30 jours avant, 15 jours avant, 10 jours avant, tous les jours de la semaine précédente, avec un certain nombre d'animations variées, à la fois de la communication, je dirais, globale. Pour certaines populations, on a changé leur fond d'écran, donc il y avait vraiment tous les jours un nouveau fond d'écran qui apparaissait, une campagne d'affichage. Donc on a vraiment accompagné et communiqué avant que les personnes finalement basculent. Et le jour de la bascule, il y avait une forte présence donc des ambassadeurs qu'on a évoqués, qui étaient présents sur les sites avec des panneaux d'affichage pour dire voilà, vous avez besoin d'aide, allez là. Un tour de l'ensemble des bureaux qui a été fait. Donc les personnes se déplaçaient dans les bureaux, comment ça se passe, vous avez bien récupéré tout ce qui va bien, on répond aux questions. Donc une présence importante le jour du Go Live. Ça c'est un élément important et puis on a ponctué cet élément par un sondage post-migration pour pouvoir effectivement s'améliorer au fur et à mesure du déploiement des différentes populations. Donc vous l'avez compris, on n'a pas tout déployé tout le monde d'un coup. On a évidemment travaillé métier par métier avec un accompagnement différent, subtilement différent, en fonction du contexte de chaque métier, front office, back office, fonction support, management. Voilà, je terminerai sur ce slide sur la partie ancrage. Une fois qu'on a déployé, il faut maintenir l'intérêt autour des évolutions et de l'appropriation. Et ça s'est fait. Donc l'équipe s'est énormément déployée sur tous les sites à l'aide de ce qu'on a appelé des Google Cafés, donc des petits stands qui étaient dans des endroits un peu stratégiques sur chacun des sites de la Massif, pour répondre aux questions, pour montrer un certain nombre de choses. Mais également, on a travaillé avec la formation, la RH formation, sur des petits webinaires qu'on a enregistrés, qui présentaient fonctionnalité par fonctionnalité l'ensemble des éléments qui nous constituent finalement un patrimoine de formation et d'auto-formation extrêmement intéressant encore aujourd'hui. Et bon, pour terminer, on a travaillé également sur une communauté, donc des personnes, c'est un salon, chat, Google Chat, dans lesquels les personnes peuvent trouver du support et de l'aide
et sur lequel qu'on utilise également pour communiquer régulièrement. Donc, il y a à peu près 10-15% de la population massif globale qui est présente sur ce salon, soit pour poser une question, soit pour répondre aux collègues sur ces questions-là. Donc voilà, avant, pendant, être très présent, et puis le changement, ça continue après, et c'est quelque chose de permanent. Deux mots pour terminer sur le slide suivant. Je te laisse changer de slide. Voilà. Donc sur le slide suivant, où est-ce qu'on en est? Quels sont les éléments qu'on en retire? Alors aujourd'hui, l'ensemble de la population est déployée. On va entamer un travail autour de la sortie de Microsoft Office. On a déjà des cas d'usage métiers, des appropriations utilisateurs qui sont très intéressantes. Bon, je vais pas revenir sur la période du Covid, qui a effectivement décuplé l'utilisation du Meet et de ses outils collaboratifs. Ça a été multiplié par 12 en fait, en l'espace de quelques jours. On a notamment au niveau des managers commerciaux qui ont des équipes réparties sur le territoire, le Meet du matin, qui permet effectivement en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, d'avoir un petit brief de comment ça s'est passé la veille et des priorités de la journée. Donc ça, c'est très très utilisé, très apprécié. Toujours sur la population front office, le chat est extrêmement utilisé. Entre les différentes populations commerciales, mais également on a pas mal de salons de chat spécialisés, que ce soit pour les alertes, accompagnement et dépannage. Donc je vais parler plus pour l'informatique. On a quelques salons autour de ces éléments-là qui permettent d'optimiser, de faciliter la réponse aux incidents, ou en tout cas d'anticiper ces incidents. Et puis je citerai également tout ce qui va être atelier, management à distance, qui est Meet plus Jamboard plus Docs, qui permettent effectivement très facilement d'organiser un atelier et de le rendre très interactif grâce au quiz et au sondage qu'on a également dans Meet. Voilà quelques exemples d'utilisation qu'on a et qui sont largement utilisés au sein de la Massif aujourd'hui. Dernier slide, et pour terminer, deux choses importantes. Quels sont nos éléments importants aujourd'hui? On va commencer la sortie des outils Microsoft Office, donc on a attendu quand même presque 2 ans, et puis du fait du stockage aussi, puisque passer sur Google, c'est stocker en Drive, donc cesser de faire du stockage sur les serveurs de fichiers. Et puis on a aussi un axe de travail autour de la gestion de la connaissance, de l'accès à la connaissance, et donc des travaux autour de Google Search. Et puis on ambitionne également fin d'année, début d'année prochaine, de travailler autour de la partie AppSheet, autour d'un certain nombre d'expérimentations, donc le développement en no-code, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc un projet de 18 mois, beaucoup d'activités autour de la conduite du changement, quelque chose de finalement relativement fluide et industriel sur la partie technique, pour terminer sur ce sujet-là. Merci. Merci Eric. Y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Poser des questions à Eric, le moment est opportun. Des questions sur la solution Google? Bon, bien écoutez, si personne n'a de questions, je vous propose de clore notre session d'aujourd'hui, en vous remerciant d'y avoir participé. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a une question qui vient d'arriver. Oui. Donc, quels sont les changements côté réseau qui ont dû être faits? Alors, pour juste contextualiser, la Massif, on a donc plusieurs filiales. Et donc, c'est vrai que chaque déploiement dans chaque filiale était un projet
comme l'a décrit Pascal, à part entière. Donc les problématiques étaient un petit peu différentes. Les deux points importants qu'il faut retenir sur la dimension réseau, ça va être d'une part, on est vraiment sur des opérations, hein, on n'a pas de choses particulières, mais finalement, pour pouvoir contenir la migration des données des anciennes boîtes aux lettres, des anciens agendas vers la solution Google, on va mettre forcément à épreuve le réseau informatique et sa capacité. Donc, si ce réseau informatique est juste taillé comme il faut par rapport à l'activité que vous avez aujourd'hui, on rajoute on rajoute finalement une sollicitation importante. Donc, on a forcément une étude réseau à faire. Quand est-ce qu'on peut utiliser des périodes de la nuit, donc en heure non ouvrée, pour faire cette migration et la faire par petits morceaux? Est-ce qu'on cherche plutôt à faire ça en one shot le plus rapidement possible? Et donc à dimensionner le réseau et donc peut-être à augmenter la capacité réseau temporairement avec les opérateurs. Donc ça, c'est un premier point important qui va permettre de programmer et de jalonner la migration des données. Le deuxième aspect, il touche plus la partie sécurité. Donc travailler avec la partie sécurité, puisque bon, bah, comme tous les réseaux, hein, il y a un certain nombre d'équipements de sécurité qui viennent protéger ou surveiller les éléments, et donc il y a aussi un paramétrage à faire en lien avec. Donc nous, on a travaillé avec Devoteam sur ce sujet-là pour être sûr également qu'il n'y aurait pas de soucis particuliers. Mais c'est essentiellement la partie capacitaire et qui conditionne finalement la rapidité de migration en fonction du volume de données que vous rapatriez et de l'historique que vous rapatriez. Hein, nous, on a choisi de rapatrier 1 an d'historique pour chaque personne. Nous avons une nouvelle question. Donc, de quelle version d'Office partez-vous et avez-vous mesuré l'usage d'Office par les différentes BU, applications, Read, Modify, Macro pour préparer le projet d'abandon d'Office? Alors, on va lancer le projet, donc on est en fait, on démarre tout juste le cadrage, hein, donc on n'a pas encore la réponse. Alors, en fait, on a différentes versions d'Office, hein, voilà, donc on a différentes versions depuis. Qui varie, on n'a pas une unique version, qui varie en fonction des métiers et des usages. Je ne vais pas pouvoir donner d'éléments très concrets à ce stade puisqu'on démarre le cadrage. Ce que je peux par contre vous dire, c'est que aujourd'hui, pour moi, on va en profiter également d'une part pour relancer, réanimer, je dirais réétoffer le réseau d'ambassadeurs, la dimension quel usage, forcément. Et c'est important parce que finalement, l'appropriation de la bureautique Google, elle est très hétérogène. Et c'est normal, puisque on n'a pas enlevé Office, d'une part, donc les gens ne sont pas obligés de changer. Deuxième chose, c'est qu'on a un certain nombre de processus métiers qui s'appuient sur des outils ou sur des développements, hein, ou du Shadow IT qui a été développé notamment autour d'Excel. Donc on ne change pas ça non plus comme ça, donc il faut aider les gens. Donc avant ces opérations d'analyse et d'accompagnement terrain autour du process et d'aide à la migration, on a un peu plus de 60% des personnes qui ont naturellement basculé sur la bureautique Google, bon, ce qui veut dire 40% qui utilisent encore au moins un des 3 outils, principalement Excel. Voilà. Donc, bon, c'est assez localisé. Hein. On connaît les principaux métiers hein, et les principaux process hein, qui s'appuient encore sur Office. Donc, on aura un travail particulier sur cela. Nouvelle question pour Eric. Donc, pour la conduite du changement, avez-vous des freins et comment y avez-vous répondu? Oui, bah, il y a des freins. C'est un changement quand même important. Donc, je dirais qu'il y a un élément. Alors, je ne vais pas appeler ça un frein, cet élément-là. Un élément important qu'il ne faut pas sous-estimer. Forcément, si vous basculez d'un environnement, surtout que nous, on était en environnement on-premise, hein, donc ça veut dire qu'on avait dans la possession de l'ensemble de nos serveurs et de nos applications. On bascule sur l'application donc cloud et Google. Et donc c'est vrai que se pose la question forcément de la sécurité des données et puis de que va faire Google de toutes nos données. Donc ça, ce point-là, il est vraiment à travailler, il est à expliquer, il est
Donc c'est un élément important. C'est un élément important. Alors c'est pas ce que j'appelle un frein, mais c'est d'énergie à y consacrer au début. Mais c'est aussi des questions à se poser pour l'entreprise. Par rapport à la sécurité qu'on veut mettre et par rapport à la manière dont on veut finalement contrôler, hein, maîtriser l'ensemble des flux qui sortent de l'entreprise et qui rentrent. Donc, c'est des éléments importants. Deuxième difficulté, en tout cas point qui nous a animés, le recrutement des ambassadeurs est un élément clé. Alors, une partie des ambassadeurs étaient plutôt désignés d'office hein, chez nous. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut passer du temps, les animer, quelquefois les ressolliciter parce que finalement, il y a un peu une baisse de motivation. Donc, c'est une activité à part entière. Hein. Donc, il faut quelque part que ce soit reconnu par l'entreprise. Et ça, c'est un point d'accès important, un élément important. Et donc, de fait, hein, un certain temps après le déploiement, c'est vrai que l'implication des ambassadeurs naturellement diminue parce que leur métier, c'est pas faire ça. Ils ont un métier, un vrai métier entre guillemets, et fatalement, ils retournent à leur métier et aux objectifs qui leur ont été fixés. Donc, c'est une animation et un recrutement régulier. Donc ça, c'est un élément, un point important. Je dirais c'est les principaux freins qu'on a eu, freins ou points d'attention qu'on a pu avoir pendant le déploiement. Oui, c'est vraiment ça. Les prochains, on va les avoir dans la sortie d'MS Office, qui est le deuxième changement important, puisque là, il faut changer ses habitudes pour ceux qui ont gardé les outils. Donc celui-là, on se prépare à une année 2022 où on va être aussi on va bien s'appuyer sur l'accompagnement au changement qui nous sera proposé. Alors ces éléments-là, hein, vous avez bien vu qu'on a été très présent. On a testé énormément de choses hein, sur l'accompagnement au changement. On a déployé beaucoup de choses différentes. C'est aussi pour ça que finalement, ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire qu'on a eu peu de rejets, on n'a pas eu de rejet, on a eu vraiment quelque chose, une présence d'équipe, hein, était vraiment présente sur le terrain, et vous l'avez bien vu, hein, communication, ambassadeur, présence physique, des Google Café après, des webinaires, un salon qui marche en permanence, voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour pendant et après le déploiement pour faciliter la vie et faire que les personnes continuent leur métier de manière aussi efficace, voire plus. J'ajouterais un élément sur la suite bureautique Office, c'est qu'au travers de Google Workspace, vous avez aussi cette capacité à convertir de manière bidirectionnelle vos documents, c'est-à-dire dans un format Microsoft ou dans un format effectivement Google, ce qui est aussi appréciable dans cette je veux dire, cette phase de transformation. Donc ça, c'est un élément important, parce qu'il faut être en mesure non seulement d'être en capacité de communiquer à la fois en interne, mais être aussi en mesure de communiquer vis-à-vis du monde externe. Donc, pour pouvoir échanger au travers des mêmes formats avec ses fournisseurs, ses clients et autres. Donc, cette conversion qu'on propose en termes de format est également essentielle. Et c'est vrai que la bascule d'Office vers la suite éditeur de Google, et c'est véritablement, j'allais dire, le point clé de notre offre de collaboration, puisque on vient de ce monde de la coédition depuis 2006 où on a lancé les fameux Google Docs. Cette coédition-là, il faut la mettre en place parce qu'elle apporte véritablement toute cette productivité. Et quand on vous dit que 73-75% des collaborateurs travaillent dans un format de coédition sur 75-75% de leurs documents, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a opéré cette bascule, finalement, on se rend compte qu'il n'y a quasiment plus un seul document qui n'est pas un document partagé sur lequel les gens s'enrichissent et collaborent. Donc ça, c'est un point essentiel aussi de l'offre Google Workspace. Bon,
s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose de clore l'intervention. En vous remerciant tous. Passez une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.